Salut à tous, Vincenzo35 pour Poker Stratégie. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo en donne. On va s'intéresser aux fondamentaux de ce jeu. On va s'intéresser à la philosophie qui doit s'imprégner en nous pour pouvoir jouer profitablement cette variante. Et ensuite, on va essayer de mettre les concepts exposés en pratique à travers une série de sit and go done à 1$ que j'ai joué récemment sur PokerStars en full ring, c'est-à-dire à 10 joueurs. Pour commencer, cela peut sembler être une lapalissade, mais il faut savoir que seulement 5 joueurs sont payés sur ces sit and go là, et si vous êtes dans les 5 premiers, vous recevez le double du buy-in que vous avez engagé. Par exemple, à 1,10$, vous allez recevoir 2$, en sachant que les 10 centimes de dollar sont la REC, c'est-à-dire l'impôt entre guillemets prélevé par le site pour qu'il puisse se financer et faire bien sûr de gros profits. En premier lieu, ce que vous devez retenir sur ces dons, c'est que la survie est le souci principal et primordial. On va essayer de conserver ces jetons le plus possible et ne pas se mettre dans des situations borderline, c'est-à-dire jouer des mains sur des spots où on ne sait pas si on est devant ou on est derrière, on ne va prendre aucun risque. Il y a de multiples avantages à jouer ce type de sit and go. On va dire que ce sont des bons sit and go pour se faire la main. Vous apprenez très facilement la logique de push or fold, vous y êtes souvent confronté. Là, c'est un très bon moyen de travailler cette phase cruciale du sit and go. Cette phase de push or fold va se retrouver dans n'importe quel type de variante, à savoir les sit and go short ended, les sit and go full ring, les sit and go multitable. Donc, si vous avez de bons réflexes très tôt dans votre carrière pokeristique, ça ne peut être qu'une bonne chose. En micro-limite, les joueurs ont du mal à ajuster leur jeu à ce format un peu particulier, et donc ça peut être un très bon moyen de faire gonfler votre bankroll. Le désavantage qu'on pourrait donner, c'est que souvent il n'y a pas de don entre 1 et 5$ sur les rooms. Enfin, sur Titan Poker, avec une structure très agressive, on trouve des dons à 2$, mais si on joue sur PokerStars ou sur Party Poker, on va trouver des dons à 1$ et à 5$. Non, excusez-moi, Party Poker de mémoire, je crois que ça commence à 11$ le don. Ouais. La majorité d'entre vous qui regarderont cette vidéo, je pense, seront sur Stars, donc ça s'adresse à vous. Et donc entre 1$ et 5$, il n'y a rien, donc il y a un petit gap. Ce qui peut être sympa, c'est que si ça vous branche bien les dons 1$, vous pouvez essayer de faire gonfler votre bankroll, disons jusqu'à 100$ à peu près. Après, vous pouvez tâter un peu de sit and go en 1$ et en 3$. Et à partir de 175$ environ, vous allez pouvoir monter sur des dons 5$. Et si ça passe pas, vous redescendez à peu près à 130-135$ si vous retombez dans ces eaux-là. Si le but du jeu c'est la survie, le moyen pour y arriver c'est de jouer très tight bien sûr. Donc moi je considère qu'il y a 3 stades dans la partie dans un don, comme pour un sit and go classique à vrai dire, hein. Donc on a la phase où on a plus de 24 big blinds. Donc dans cette phase de plus de 24 big blinds, on va jouer seulement les grosses mains comme Dame et As-Roi en début de parole. Qu'est-ce que je considère comme début de parole? UTG1, UTG2, UTG3, là ça vous donne un petit schéma dans la section. Vous pouvez retrouver ça dans la section comment jouer en début de tournoi, dans la section basique en sit and go. UTG1, UTG2, UTG3, ça va être le début de parole. MP1, MP2, middle position free, donc milieu de parole, cutoff et bouton. On va dénommer ça fin de parole, et bien sûr small blind et big blind que vous connaissez.
Donc si on veut retranscrire ça en pratique, Bclap 243, Koshus Dan, Rob NL09, début de parole, Puddle Wader 6 jusqu'à Lifosa, milieu de parole. Moi je suis Okutov sur cette main, et Super Don Player, très beau pseudo d'ailleurs, est au bouton. Lance à 4 big blind, roi, dame dame plus, c'est-à-dire dame dame, roi roi, as, de Bclap 243 jusqu'à la position de Rob NL09. Ça va être dame dame as roi qu'on va relancer. Ensuite, dans la position de Puddle Wader 6 jusqu'à Lifosa, on va pouvoir implémenter dans notre éventail de relance 10-10 et valet-valet. S'il y a beaucoup de limpers avant vous, si au moins 2 limpers, je vous recommanderais de limper pour la set value. C'est-à-dire, on va dépenser un tout petit peu d'argent, c'est-à-dire 20 par exemple, si on est à ce niveau de blinde là, pour toucher notre brelan, qu'on touchera à peu près 11 ou 12% du temps. Et quand on va toucher ce brelan, on va souvent stacker un adversaire sur des faibles limites, c'est-à-dire qu'on va prendre son tapis et ça va nous permettre de doubler. Et quand on double en sit and go à micro-limite, c'est souvent l'assurance d'une place payée, c'est-à-dire de doubler son buy-in, comme je vous le disais en ce début de vidéo. En fin de parole, on va pouvoir rajouter As-Dame, As-Valet, et éventuellement Roi-Dame, c'est pas obligatoire, donc dans les deux dernières places, ces mains sont concernées. Pour ceux qui ont un bon jeu post-flop, je recommanderais de relancer en MP3. Mais bon, quand on est débutant, quand on n'a pas de schéma de jeu très strict, et on peut tout simplement se permettre de suivre ce que je vous ai dit, à savoir 10-10, valet-valet, et limper pour la set value si on a au moins 2 limpers avant nous. Concernant la taille des relances, vu que les joueurs aiment souvent coller, je recommanderais de faire au moins une relance de l'ordre de 4 big blinds. Et si on voit que la table est relativement agressive, on pourra moduler notre taille de relance, c'est-à-dire on pourra même relancer jusqu'à 5-6 big blinds. Il ne faut pas avoir peur de faire folder les adversaires, puisque on veut créer de gros pots en début de partie si les joueurs sont susceptibles de nous suivre. Donc il ne faut pas hésiter à faire grossir le pot. Je vous déconseille de payer des relances à ce stade de la partie. Donc si vous avez des mains fortes, n'hésitez pas à surlancer vos dames-dames, roi-roi. Et bien sûr, ces surrelances seront souvent faites pour la value, c'est-à-dire vous serez devant l'éventail adverse, ce qui vous sera très profitable. Le deuxième stade de tournoi qu'on pourrait observer dans un don, c'est une phase où on a entre 14 et 24 big blinds. Là, on va commencer un tout petit peu à ouvrir son éventail de relance, mais on ne va pas être trop loose, hein. On doit toujours garder en tête que l'on doit jouer un jeu taille pour pouvoir être payé. On va bien sûr ne pas limper comme je ne voulais pas conseiller sur la phase à plus de 24. Par contre, là, j'implémenterai des mains comme As-Roi et As-Dame en relance, donc dans les positions de Puddle Wader 6 à Lifosa. Mais je vous déconseille d'être trop loose au cut-off et au bouton. Hein. Ne relancez pas des As-8, des As-9 qui sont des mains marginales où vous aurez trop souvent des payers, où vous vous exposerez très souvent à des surrelances de la part de joueurs agressifs. Restez tight. Et la phase la plus importante, dernière phase qu'on peut observer dans un don, c'est la phase de push or fold, c'est-à-dire la phase où on a moins de 14 big blinds. Là, nous allons avoir seulement deux options qui seront à notre disposition. Soit nous allons coucher notre main, c'est-à-dire fold en anglais, soit on va engager tout notre tapis, c'est-à-dire pusher notre main ou chauver. C'est comme vous le désirez au niveau de la terminologie. Voilà.
On peut penser que c'est un jeu un peu basique, soit se coucher ou pusher, mais c'est beaucoup plus subtil que vous ne le croyez. Et il faut prendre de bonnes habitudes en jouant à un jeu de push or fold soigné. Donc, à partir de quoi vous pouvez travailler votre push or fold? Dans un premier temps, les tables standards de push or fold pourront vraiment vous aider. On va les voir rapidement. Excusez-moi, je ne suis pas connecté. Je vais me connecter à mon compte. Voilà, donc on va aller dans stratégie. C'était bon directement, okay, c'est pas grave. 4 tables standard, la phase push or fold. Voilà. Donc là, vous avez une vidéo qui est très bien faite, qui vous explique comment utiliser ces tables en question. Bon, malgré qu'une vidéo soit faite, on va quand même en parler, comme je vous disais. Donc là, ce sont toutes les positions qu'on peut avoir sur une table de poker. Là, toutes les mains qu'on est susceptible d'avoir. Et on va regarder le nombre de big blinds que l'on a à notre stade de jeu pour savoir s'il faut nous pusher notre main. Par exemple, nous situons en début de parole avec As-9 suited. Est-ce qu'avec 10 big blinds, ça va suffire pour pusher notre main? Non, ce n'est pas le cas. Il faut un stack de 5 big blinds à peu près, parce qu'autrement, au-delà de 5 big blinds, on prend trop de risques. Donc là, c'est pour la première table, lorsque personne n'a parlé avant nous, tout le monde a foldé notre main, c'est couché. La deuxième table indique lorsque quelqu'un est déjà entré. Cette table-là veut dire quand est-ce qu'on doit coller lorsqu'un joueur s'est mis all-in. Donc lorsque nous sommes au cut-off avec 8-8 ou 7-7, nous pouvons coller un push à partir de 7 big blind. Vraisemblablement, cette action sera profitable dans les limites les plus basses. Je ne dis pas aux limites les plus hautes, mais si on colle un push avec 8-8-7-7 et un stack de moins de 7 big blind au cut-off, ça sera profitable sur le long terme. Donc là, quand coller lorsque nous sommes au small blind, et là, lorsque nous sommes au big blind. Ces tables-là seront des repères, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les adversaires vont vous coller plus tight, donc vous allez pouvoir pusher un poil plus loose dans certains cas. En micro limite, la fold equity est tellement minorée que je vous recommande de suivre à peu près ça. Même éventuellement d'être un peu plus tight, cela dépend de la dynamique de la table, à savoir si les joueurs qui la composent sont principalement loose ou tight. Mais par rapport aux tables rebound qui sont données, on va coller beaucoup plus tight, puisque les joueurs vont être plus tight sur leur all-in. Donc ce que je conseillerais, c'est de vous fier à ceci, mais de resserrer les critères qui sont donnés dans ces tableaux. Par exemple, pour coller un push au bouton avec 6-6 d'un joueur en début, en milieu de parole, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et là, je ne le ferai qu'avec moins de 3-4 big blinds, et encore, cela dépend de la tendance du joueur. Ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que ce sont des lignes directrices qui vous sont données, qu'il faut prendre avec de grosses pincettes, puisque déjà c'est pour du sit and go classique, mais c'est un très bon indicateur pour du done aussi. Il ne faut pas se cantonner à la rigidité de ces tableaux en question, puisque là on va être plus tight dans nos push ou plus loose dans la dynamique de la table, mais bon, quand les joueurs ne connaissent pas les principes des dons, on va être plus tight en micro limite et sur les push et sur les calls également. Comment faire pour travailler son jeu en push or fold? Un autre moyen est d'utiliser le logiciel ICM Trainer, qui est voué plutôt, on va pas se cacher, pour du sit and go classique,
mais qui peut être un bon outil pour vous en considérant que vous allez être plus tight de 20 à 30%, on va dire, pour donner une fourchette sur vos push ou sur vos calls de push de l'adversaire. Après vous avoir exposé les tenants et les aboutissants de cette variante, rien ne remplace le jeu et on va essayer de mettre en pratique tous les conseils que je vous ai donnés en replayant quelques sit and go, comme je vous le disais au début de cette partie qu'on a joué il n'y a pas si longtemps que ça. Value suited on fold. Donc je vais passer rapidement les mains que je ne joue pas. 7-7, main intéressante là, mais là nous sommes en début de parole, donc je vais folder ma main. Donc là on voit que les blindes montent très vite, hein. J'ai joué sur du turbo. C'est le format turbo que vous allez retrouver très principalement sur PokerStars, qui sera le plus joué. Bien sûr, vous aurez quelques dons double or nothing à structure normale, mais ils ne sont pas beaucoup joués, donc il va falloir vous habituer à cette structure turbo. Là, pas de main intéressante, dame-dame, main intéressante là. J'ai une relance de Rob NL09, une relance de la part d'un joueur en MP3. Donc là, il peut avoir vraiment n'importe quoi. On va regarder ça sur Equilator, sur son éventail de relance présumé si c'est un joueur standard, de la limite. Donc là, je vais donner un éventail des mains possibles que l'adversaire a pu relancer. Donc il a pu relancer à peu près tout ça. JJ10-10, 9-9, 8-8, Roi-Dame suited. Qu'est-ce qu'il a pu relancer? As-8 offsuit. Là aussi, 7-7, il a pu relancer. Il a pu relancer tout ça, on va dire. Voilà, on va mettre OK. Et nous avons Dame-Dame. Ce petit logiciel que vous voyez s'appelle PokerStove. Vous pouvez le télécharger sous le nom de pokerstrategy.com Equilator dans la partie stratégie outils de poker. Et cela va vous donner le pourcentage de chance que vous avez de gagner à l'abattage contre la main possible de l'adversaire avec laquelle il a relancé. Ce qu'il faut voir dans ce spot sur la relance de Rob NL09, c'est qu'il fait une relance à 3 big blinds. On a un tapis qui n'est pas très important pour lui, et qui dit tapis très peu important pour lui, c'est qu'il faut prendre en compte que si on effectue un tribet, on n'aura jamais de fold equity, c'est-à-dire on ne le fera jamais coucher, et on est presque sûr à 100% que celui-ci va coller notre main. Donc là, on effectue le calcul. Et là, on voit qu'on a 67% de chance de gagner l'abattage, enfin 64 plutôt, contre 34 pour lui. 66-34, je vais y arriver, pardon. Donc là, c'est un easy push, c'est-à-dire on va sur-relancer et engager tout notre tapis. Voilà l'action. On va voir avec quoi ce monsieur avait relancé. Et donc il avait As-10 suited. Oui, c'est bien une main que j'avais donnée dans l'éventail possible de l'adversaire. Et ça nous permet de doubler notre tapis. Donc on se retrouve dans une position assez sympathique, en sachant qu'il ne reste plus que 8 jours à la table. 2 autres joueurs doivent sortir pour que nous puissions accéder à l'argent et remporter 2 $. On va continuer. Roi 9. On n'a pas joué ça. Roi 7 non plus. As-Roi. Donc là, on a une main très sympathique. On peut quand même relancer. Il n'y a pas besoin de faire trop cher, hein.
À ce montant de big blind 75-150, ce que je préconise, c'est de faire des relances de l'ordre de 2,5 big blind. Minrez, ça aura moins de fold equity quand même. 350, c'est parfait. 350, 375, dans ces eaux-là, suffira. Et après, notre relance, il n'y a pas eu d'action. Très bien. Valet 4. J'élude rapidement les mains que je ne joue pas. Voilà, 7-9, 4-4. Là, je pourrais me permettre de relancer, mais je n'ai vraiment pas envie de relancer. Quelle est la raison qui m'incite pas à relancer ici? C'est le stack du joueur, Super Don Player, qui a un stack de 775. Imaginons que je relance à 450. Super Don Player peut faire tapis à 775. Et je vais disposer d'une très bonne cote pour pouvoir le payer. Si on admet ce cas-là, je vais devoir payer 325 pour pouvoir gagner 450 de montant de ma relance, plus le stack adverse 775, plus les 200 de la grosse blinde, plus 140 le montant des antis, ce qui fait 1565. Je vais diviser 1565 par 325 pour voir le montant de la cote qui me sera offerte. Donc ça sera du 4,81 contre 1. Avec une cote de 4,81 contre 1, je fais 100 divisé par 5,81 pour avoir le pourcentage de chance que j'ai besoin d'avoir pour coller, pour que le call soit profitable. Donc comme la valeur des jetons n'est pas linéaire en sit and go, on va avoir besoin de 20 à 25% de chance d'être gagnant face à l'éventail de Super Don Player pour que le call soit profitable. C'est-à-dire que là, je serai committé, je serai obligé de payer son push. Et 4-4, on va calculer ça. Dame-dame, on va enlever contre une main aléatoire, on va dire le top 30%. À peu près, il peut faire ça avec cet éventail-là. On va avoir 42% de chance, donc on sera derrière en termes d'equity face à son push, mais ça sera profitable vu la cote qui nous sera offerte. Donc le seul moyen de remédier ici avec son 4-4, c'est de folder tout simplement. Car si l'on perd le coup, on sera à un stack beaucoup moins satisfaisant à 1775 et on devra prendre beaucoup de risques. Autant jouer la prudence, c'est le maître mot qu'on a dressé au départ de cette vidéo, et à folder cette main. Je vous y encourage vivement si vous êtes confronté à des spots de ce genre, sur des petits pocket pairs ou des choses du genre. Évitez les problèmes et ne les relancez pas. Vous n'êtes pas dans une configuration de sit and go classique. Il faut jouer plus tight. Déjà en sit and go classique, je m'abstiendrai de relancer cette main au bouton avec un si petit stack au small blind. Alors là, c'est interdit de relancer sur ce spot là. On continue. Allez, 5 As2, As2. Voilà. 2-2. Donc Robenel qui push, tant mieux. J'ai pas forcément envie de pusher 2-2 contre un petit stack, mais là j'aurais été obligé de le faire. 2-2, c'est une main plus forte que la moyenne, et avec un peu de fold equity que je peux avoir sur le joueur, ça m'aurait fait un push profitable. Il y a toujours 375 plus 175, il y a 550 jetons à prendre ici, et là je n'aurais pas pu me permettre de folder 2-2. Voilà. On va voir celui de l'action.
As-9. Là, j'ai décidé de pusher ma main. Pourquoi? Parce que Rob NL09 était vraiment loose. C'est-à-dire qu'il joue à peu près 50 ou 60% de ses mains, plus d'une main sur deux. Donc il était plutôt faible. Et Life As, il avait une main vraiment très importante. Une main très très sympathique. Il aurait directement pushé, il se serait pas pris la tête. Il aurait pushé avec 5, 5, 6, 6 plus. Là, il peut avoir tout et n'importe quoi. C'était un fiche vraiment. Donc là, c'était une bonne situation pour se relancer. Et pour prendre, là, il y a 810 dans le pot. C'est vraiment pas négligeable. Et je vais faire folder souvent le Rob NL09. Puisque il aurait relancé avec As-10+, là, je pense. Hein. Donc là, il est vraiment pas très très fort. Il aurait relancé avec Roi-Dame, Roi-Valet, vraisemblablement. Donc là, c'est une bonne opportunité pour pusher notre main. Et on va voir ce qu'il en ressort. Et bah, je prends directement le pot, tant mieux. Voilà, là, on n'est plus que 6 par contre. Hein, et c'est la fin de ce sit and go. 670, je payé par notre ami Rob Enel. Et là, Life As qui colle. On va voir avec quoi il a collé le Life As. Avec As-Roi, bah c'est très mal joué. Il aurait dû laisser les joueurs s'entretuer là. Il avait tout intérêt à faire ça. Parce que si le Tokapeb TT est éliminé, il était payé. Et As-Roi contre deux mains aléatoires, c'est pas forcément une main qui a beaucoup de valeur. Hein. Il faut relativiser l'équité d'As-Roi. Et il avait tout intérêt à laisser faire le job tranquille pour Rob NL09. Et ben il est puni. Non, il est même pas puni puisque c'est, excusez-moi, c'est Rob NL09 qui prend le pot. Et donc du coup Tokapeb est éliminé. Mais bon, voilà pour ce premier sit and go. J'ai décidé de vous replayer cette vidéo parce que là on voit les subtilités extrêmes du Don. On voit que là il aurait fallu engager les 150 derniers jetons pour Life As seulement avec Roi et As. Donc vous allez me dire mais ce n'est pas possible. Bien, mon sentiment est corroboré par un logiciel très sérieux qui s'appelle Sit and Go Wizard, dans lequel il sera très profitable d'investir lorsque vous dépasserez les Sit and Go 22$ plus pour faire une revue de session de votre jeu pour voir s'il y a eu des erreurs au cours des parties. Là, sur cet exemple un peu extrême, j'ai décidé de voir si mon feeling était bon. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte, le cutoff, c'est bien Tokapeb dans la situation, il push 670 jetons. Et le Robin L09, c'est le joueur qui colle au small blind. Là, voilà. Donc là, il ouvre 27,2% du temps. Ça, ouais, on va pas s'intéresser très précisément à l'éventail de push de l'adversaire, mais c'est à peu près ça. Hein. Il push toutes les mains qui sont en bleu. Le joueur au small blind il colle à peu près dans 31, entre 30 et 40% des cas. Et dans ces cas-là, que nous suggère Sit and Go Wizard, sur ce format Done, il ne faut simplement compléter ces 150 jetons restants avec seulement Roi-Roi ou As-As. Voilà. Donc, on arrive à des situations extrêmes où on va devoir folder As-As ou Roi-Roi dans des situations où notre avantage n'est pas
de récupérer les jetons de l'adversaire, mais de voir les adversaires s'entretuer pour pouvoir manger en quelque sorte leur part du prize pool final et s'assurer une des 5 places qui nous permettent de doubler notre buy-in. C'est pour cette raison que le jeu de Don est considéré comme un jeu de NIT et que certains détracteurs, certains coachs m'appellent Vinit puisque j'ai joué très longtemps cette variante et où il y a toujours de mauvaises langues. Dédicace à notre cher Johan Sigrist et Johan 777. Un précepte à avoir toujours en tête aussi, c'est lorsque vous ne savez pas la décision à prendre. Dans le doute, il vaut mieux toujours se coucher. Cela peut paraître weak, c'est-à-dire assez faible, mais c'est la bonne manière de jouer en Don. Car les erreurs sont très coûteuses. Voilà, donc on va éluder là aussi rapidement les mains qu'on ne joue pas. Le festival des poubelles en début de partie. Ok. Là, rien de très intéressant. C'était 4, 3 et 7, 9 et 4. 3, 3. Là, il y a un limp adverse. Donc là, ça montre vraiment beaucoup de faiblesse. Là, on va pusher notre main parce qu'il va trop souvent folder sa main. Et là, il y a quand même 150, plus 150, plus 105 jetons. Donc là, il y a 405 jetons à prendre, ce qui est non négligeable. Ça représente à peu près, on va dire, 40% de notre stack à vue d'œil. On ne peut pas passer à côté de cette opportunité-là pour prendre quelques jetons. Bon, certains pourront me rétorquer que c'est peut-être un trap, c'est peut-être un piège pour se faire payer une grosse main. Dans 75-80%, même 85% des cas, c'est de la faiblesse. Ils ne vous colleront jamais. Ils peuvent vous coller des fois avec moins bien, dans on va dire 5-10%, 5% des cas avec des rois valets, des choses du genre. Mais bon, c'est tellement profitable d'attaquer ici, vous allez gagner 75-80% du temps sans combattre. Faut pas lâcher ce spot. Punissez-les, ces limpers. Après, vous allez pouvoir récupérer des walks, c'est-à-dire ils ne vont pas défendre leur blinde et donc on va récupérer les antis, le montant de la grosse blinde et le montant de la small blinde. Bien sûr, après, le poker est un jeu d'adaptation. Si vous voyez que le joueur est très tight ou très agressif, à toujours relancer, et là, bizarrement, il limp, là, il va falloir prendre des pincettes sur cette main et éviter de pusher des mains comme 6-2, 6-3 qui n'ont pas beaucoup d'équité, ou même des grosses mains comme Roi 10 ou Roi 9. Quand vous êtes sûr de votre read, vous pouvez vous permettre de checker et ensuite d'aviser au flop sur la suite à donner à votre main. Plus vous allez monter de limites, plus vous allez devoir être en réflexion sur les lignes des adversaires, puisque cela peut être très suspect sur des joueurs qui sont très malins, qui essaient de voir un flop pour pas cher. Entre régulars, des fois on se limp ou on push directement. Il faut essayer de rider l'adversaire, c'est-à-dire essayer de le lire, voir ce qu'il peut avoir en main. Voilà pour cette donne là, on va passer aux autres. D'accord, Q9. Bien sûr, là je prends le free play, hein. Je vais bien sûr ne pas pusher. Big Nickel pourrait me payer, ou un des deux autres. Ils ont l'air d'être assez loose. Tout le monde check. J'ai pas voulu miser avec Madame, quelqu'un peut avoir mieux. Là, vu que tout le monde check, je suis souvent devant. J'ai pas misé sur le turn.
D'accord, c'est un peu faiblard quand même, hein. Là, j'aurais dû miser clairement, hein, sur le turn. C'est une erreur de ma part, mais bon, j'ai joué 20-24 tables pour essayer d'avoir les, euh, les parties les plus profitables à vous montrer. Et donc, plus on joue sur 2 tables et plus on commet d'erreurs, hein, où j'étais peut-être time out à ce moment-là. Donc, tant mieux. Là, je prends le pot. Sympathique. De 5, As-10. Peut-être j'ai joué As-10, on va voir. Donc, le joueur qui fait un limp, Moron Star. Et Big Nickel aussi. Je vais sanctionner là. Donc là, je vais pusher directement à main. J'ai quand même une bonne fold equity sur Big Nickel, comme il faut qu'il mette 1500, c'est la moitié de son tapis. Il y a quand même des joueurs qui ont un tapis beaucoup moins profond que lui pour qu'ils prennent autant de risques. Et l'autre était à Calling Station, donc là c'était un push, on va pas dire évident, mais qui était bien profitable quand même, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de pusher ma main. As-4, bah, ça va se finir là-dessus. On va voir ce qui s'est passé. Je crois que ça finit là-dessus. Merveilleux. As-3 en bluff contre Roi-Valet. Très bien, bah, ça se passe de commentaires. Ok, on passe à un autre sit and go. En ce qui concerne le bluff, ne jamais en faire en sit and go, hein. En sit and go down, c'est très 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 moyen. Surtout en micro-limite pour 2 raisons. Donc, d'ordre général, on va dire que les jetons sont très précieux en donne et on va pas les gâcher inutilement. De 2, vous n'avez presque aucune fold equity sur des joueurs en micro-limite qui peuvent vous coller avec une top pair ou une middle pair. Donc, à bannir ces bluffs. On repasse avec un autre sit and go donne 1$ que j'ai joué. As-Roi, As-Dame. Pardon. Est-ce que je vais jouer ça? Non, je ne joue pas ça. Comme je vous l'ai dit, As-Dame, sur le niveau de blinde 10-20, 15-30, on va jouer ça seulement à partir de la position de Vinny Dance. Et là, on est UTG2, donc c'est un easy fold là-dessus, même si ça peut paraître très séduisant de relancer avec As-Dame. On évite de jouer ça. Valet-Valet. Main sympathique. Là, j'ai plusieurs couleurs. Qu'est-ce que je peux faire là? Il y a 2 écoles. Soit je peux coller pour la set value, c'est-à-dire pour essayer de toucher mon set, mais pour jouer éventuellement l'overpair, c'est-à-dire un flop qui serait composé de cartes inférieures à ma paire de valets, ou soit jouer agressivement en relançant, mais là il faudrait relancer très fort. Donc là il y a combien de limpers? 4, il y a 3, donc là, donc 4 big blinds le montant d'avance originel, donc ça ferait 80, 100, 120, 140. Mais vu que je suis hors de position et que nous sommes dans un format turbo, là je suis vraiment devant l'éventail des mains des adversaires. J'ai décidé de rajouter 2 big blinds supplémentaires. J'aurais pu relancer même à 200, là ça aurait été pas mal. Voilà, j'ai un caller en la personne de Cool Hands 593. Là je vais faire un conti bet de l'ordre de 300 à peu près. Je suis collé. Voilà. Là, je peux souvent être devant l'adversaire, hein. Il peut être souvent sur 7-7, 10-10, sur As-8 éventuellement. Là, je vais jouer sans relâche ma main et je vais me committer au pot. Là, il fait un min-raise. Donc là, je peux bien sûr pas abandonner ma main. C'est peut-être signe de force, mais c'est peut-être un As-9, un Roi-9, un Dame-9. Mais là, je peux vraiment pas lâcher.
Et on va voir ce qu'il avait. Il avait roi 3 suited pour un semi-bluff. Ok, d'accord, très bien. Et donc je double mon tapis. Donc là c'est quand même une manière assez agressive de jouer. Je vous recommande quand même de limper pour la set value. C'est une manière plus tranquille de jouer. Là je suis pas forcément fan de manière dont la main s'est déroulée. Là on crée un gros pot en début de partie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On peut éviter ce genre de confrontation. Bon là on a fait de la value, mais on aurait très bien pu se prendre un joli suck-out. Et quand on n'a pas de très bons skills post-flop, lorsqu'on ne sait pas vraiment où on en est, on peut très bien être embêté avec valet-valet. Surtout qu'avec valet-valet, vous allez avoir une overcard, c'est-à-dire une dame, un valet ou un as dans à peu près 50% des cas, ce qui va être très délicat à jouer avec valet-valet. Vous n'allez pas savoir s'il va falloir coller une mise au flop ou non, ou lâcher. Donc soyez prudent avec valet-valet. Ce n'est pas parce que j'ai joué cette main de cette manière que je l'ai bien joué. Hein. Là c'était un réflexe automatique avec valet-valet. J'aurais très bien pu coller tout simplement. Mais j'ai joué tellement de sit and go à ce moment-là que je n'étais pas toujours dans la ligne la plus optimale, on va dire. On va continuer. Pour en revenir à la main précédente avec 10-10, là assurément j'aurais collé pour la set value valet-valet et la limite charnière on va dire, mais là vu que j'étais de petite blinde, après réflexion j'aurais préféré le simple call pour la set value. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que valet-valet est la main la plus difficile à jouer, hein. Comme le faisait remarquer Phil Gordon dans un de ses célèbres petits ouvrages, le livre vert si je ne m'abuse. Voilà, on passe à autre chose. As-10, 4-3, Roi-10, 5-7, 6-2, As-10. Donc là, je suis assez bien là, j'ai doublé mon tapis. On va pas prendre de risques, on va laisser augmenter les blindes et les joueurs s'éliminer entre eux pour postuler à la victoire finale. Là, je suis en MP3. Là, je décide de faire une relance pas très chère, hein, 2,5 big blind. J'ai pas bougé depuis très longtemps, hein, depuis la main où j'ai doublé. C'est très profitable de relancer ici. Il y a déjà 240 dans le pot. Il suffit que ma relance fonctionne dans 50% des cas pour que cette relance soit profitable. Et dans 50% des cas, je pense faire folder tout le monde. Au pire, je peux trouver un call de la part des adversaires et avec un as ou une dame sur le tableau, ça sera très facile de prendre le pot. Je serai souvent devant leur éventail de call. Donc voilà, 3-7, 2-6, Roi 10, Valet 5, 2-3, 9-9. 9-9 un push, bah bien sûr on va pas payer le push de Vidance. Là il a seulement 8 big blinds à peu près, moins de 8 big blinds même. On peut être vraiment devant son éventail de push, mais c'est pas le but du jeu en sit and go down. Déjà en sit and go classique on n'aurait pas forcément payé. Si l'adversaire est tight, 9-9, ça se paye pas un push à 7 big blind d'un short tight. Mais là en sit and go down, il est absolument pas question de payer ça. 8-8. Là les joueurs ont de plus petits stacks. Ils sont susceptibles de restyle beaucoup plus loose.
Et par rapport à tout à l'heure, nous avons un stack beaucoup plus important. Donc là, je pense que le fold est le bon move. Et il vaut mieux ne pas se prendre la tête et folder. As-Roi. On va voir comment j'ai joué ça. Donc là, il y a un caller, la personne de Dutch Balls. Donc vous allez me demander ce que j'aurais payé si Dutch Balls 52 aurait foldé sa main. Effectivement, j'aurais payé. Avec quoi j'aurais payé? Là, ici, je pense qu'avec 9-9, As Valley of Suit, on peut payer ici. On rajoutera 800 pour gagner pas mal de jetons. C'est-à-dire 1525 jetons. Et là, ça serait très profitable. Mais là, vu qu'il y a un caller, là, on peut s'abstenir de payer. Alors, on continue. As-10. Push de Golifon avec 4 big blind, il peut avoir tout et n'importe quoi, mais bon, là, il n'y a pas le feu, je peux folder sans problème. 8 et 4, donc il est sorti, et là on se retrouve à 7 joueurs. Ok, As-10. Après le minerai, on va lâcher du joueur, 7 et 2. As-Dame. Ouais, j'ai préféré folder directement. Là, on aurait pu éventuellement relancer à 450, puisqu'une relance de la part d'un joueur UTG rencontre souvent beaucoup de crédit. Et j'aurais pu jouer facilement post-flop si un des joueurs collait. Mais bon, j'ai préféré m'abstenir de relancer. Peut-être la table était assez nerveuse et c'est pour ça que je me suis abstenu de relancer. Je ne m'en souviens plus. Roi, dame, là c'est un push assez facile. Hein. On a une très bonne main de départ, une main supérieure à la moyenne. Là, il y a 250 plus 75 à 425. Il y a 550 à prendre dans le pot, c'est énorme. Il y a à peu près 25% de notre stack au milieu, donc là, on push facilement. 7, 6, 6. Là, je me suis abstenu de faire un move parce que Topic 69 est très mal en jeton. Hein. Il peut me roster light ou me coller très light. On va pas s'embarquer dans un coup foireux. 7, ok. 9 et 2. 3, 9. Les blads sont à 150-300. As, dame suited. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, ça peut surprendre peut-être plus d'une personne. Je me permets de folder ma main. Pourquoi donc? Super Don Player est vraiment très très short. Vite Dance aussi. Et si je décide de jouer la main, de pusher celle-ci, je serai souvent payé par mieux, c'est-à-dire As-Roi, As-As ou Roi-Roi par des joueurs qui vont prendre aucun risque. Si je décide de min-raiser, je vais tenter de folder ma main s'il y a un des gros stacks push. Et le min-raise me coûte quand même 600 jetons quand même. Donc si je les perds, je me retrouve à 1760 jetons. Si Vin dans ce push, je suis obligé de payer vu la cote que j'aurai. Donc là, je préfère folder cette main. Et donc Super Don Player qui push sa main, Dutch Balls qui colle, As-2 contre 9-7. Tant mieux, ça gagne. Pour prolonger la discussion, on peut essayer de voir à partir de quelle main on devrait pusher sur ce spot là avec un joueur aussi short stack
et un autre avec pas short stack, mais pas très bien mis, on va dire. Donc on va lancer Sit and Go Wizard, qui adopte le modèle Double or Nothing. Et là, on voit qu'il faut seulement pusher As-As, et ce serait une erreur de pusher Roi-Roi. Puisque Super Dawn Player est très mal mis, et Vinance aussi. Si on est collé par exemple par As-Roi ou As-Dame, ben, on a à peu près 30% de chances de perdre, alors que vraisemblablement là, si on bouge pas trop et si on fait pas trop de moves ridicules, on a plus de 70% de gagner. Alors que si on est collé, on a seulement 70% de chance de victoire. Ce qui rend l'action du fold la plus rentable par conséquent. Donc voilà la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être exhaustif sur les grands fondamentaux du Dawn à avoir pour être gagnant sur cette variante de jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo à sa juste valeur. Bien sûr, je suis réceptif à vos questions et j'essaierai d'y répondre, bien sûr. Je serai amené, bien sûr, à refaire d'autres vidéos Dawn à des buy-in supérieurs, en 5 $, en 10 $. Peut-être éventuellement, j'en referai en 1 $, si cela vous a plu et s'il y a beaucoup de demandes. Au cours de mes coachings, je ferai bien sûr quelques sessions en Dawn, on va dire une fois par mois à peu près, hein, pour avoir un univers, un panorama plutôt, on va dire, c'est mieux comme terme, assez large des Sit and Go, et pour essayer de passer en revue tout ce qu'on peut jouer. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos feedbacks, vos impressions sur cette vidéo. Je vous dis à une prochaine pour un prochain coaching pour ceux qui sont silver, ou de toute façon je repasserai en user simple, on va dire, en bronze le lundi sur les coachings de Florian. Allez, bonne chance aux tables, je vous dis à plus, bye bye.